Salutations à tous, mon nom est Louis-William Gagné, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de la saison 2017-2018 du podcast Junior édition du lundi 6 novembre 2017. Ça fait un moment, déjà plusieurs semaines qu'on n'a pas fait d'épisode. J'ai malheureusement pas eu le temps vu ma mi-session à l'université qui s'en venait avec les examens, les travaux, tout ça. Alors, me revoilà, pour de bon, peut-être. Je sais pas, j'aimerais ça, en tout cas, pouvoir avoir l'occasion d'en faire un peu plus souvent. On s'attaque à ce troisième épisode de la saison. On va faire un tour de bord de ce qui s'est passé récemment dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Également, pour vous, j'ai une entrevue que j'ai réalisée avec Nicolas Chéné, auteur du livre Le Dracard de Bécomo, la saga célèbre ses 20 ans. Comme le dit son titre, un livre qui parle des 20 saisons en fait du Dracard de Bécomo. Et en fait, j'ai réalisé cette entrevue avec l'auteur Nicolas Chéné il y a 2 semaines lors de mon passage sur la Côte-Nord. Avant d'y aller avec ça, donc on va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec récemment. En fait, je vais parler de certaines équipes en particulier. Tout d'abord, la surprise peut-être générale dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts de Québec qui sont présentement au premier rang du classement général. Au niveau des statistiques un peu plus, je ne veux pas dire avancées, là, quand même, c'est quand même de base. Les Remparts sont assez moyens. Si on parle de but pour, but contre, avantage numérique, désavantage numérique, minutes de punition, on se tient au milieu du classement pas mal dans toutes ces catégories-là. Présentement, bon, ça va plutôt bien. En fait, les résultats sont là, on va dire ça de cette façon-là. On avait identifié dans notre premier épisode, dans nos prédictions de la saison, que c'était 3 joueurs en particulier qui allaient mener cette équipe-là au niveau de l'attaque. On parlait de Mathieu Boucher, de Philippe Kourachev et de Derek Gentle, et c'est ce qui se passe présentement. Et Philippe Boucher, l'entraîneur-chef et directeur général, est allé chercher un nouvel atout à sa formation au cours des dernières semaines. Un jeune homme du nom de Luke Kerwan, en fait un joueur de 20 ans, qui l'a signé comme agent libre, qui avait disputé les dernières saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario et qui connaît, ma foi, d'excellents moments avec les Remparts de Québec. Là, présentement, on parle d'une moyenne qui avoisine le point par match, donc qui rend de fiers services à cette équipe-là. On va ensuite poursuivre avec au 4e rang une surprise également, l'Océanique de Rimouski, une équipe très jeune et qui pourrait d'ailleurs ravir le premier rang du circuit au Rempart de Québec parce que les deux équipes vont s'affronter jeudi et advenant une victoire de l'Océanique, il prendrait le premier rang non seulement de la division Est mais aussi de la Ligue. Situation assez surprenante étant donné que c'est un club qui mise en fait vers le futur, qui est un club très jeune et c'est surtout défensivement que l'équipe connaît beaucoup de succès. Là, on parle du premier rang pour les buts contre dans la Ligue, également le premier rang au niveau du désavantage numérique, un excellent ratio à 88,5%. Cependant, c'est l'équipe la plus punie du circuit, donc ils ont à se défendre à court d'un homme, de un ou de plusieurs hommes, à de nombreuses reprises au cours des matchs. Ils sortent d'une séquence tout simplement merveilleuse, on va le dire, une récolte de 7 points sur 8. Alors, au cours d'un voyage de 4 parties en 5 soirs, donc sur la route, 4 matchs en 5 soirs, 7 points sur 8, une séquence de 6 matchs sans défaite en temps réglementaire, fiche de 8-1-1 à leurs 10 dernières parties. L'Océanique a le vent dans les voiles présentement, et ça c'est sans le fameux Alexis Lafrenière qui présentement est au défi mondial des moins de 17 ans. Ensuite, une équipe un peu semblable à l'Océanique qu'on retrouve au 5e rang, les Huskies de Rouyn-Noranda. Quand je dis semblable, c'est une équipe qui fonctionne aussi très bien au niveau de la défensive parce que autant que l'Océanique était premier pour les buts contre et les désavantages numériques, les Huskies dans les deux cas suivent au 2e rang. Une équipe très jeune aussi, celle des Huskies de Rouyn-Noranda. On a subi la perte de plusieurs vétérans et pourtant les jeunes produisent beaucoup de ce temps-là. Présentement, on est sur une séquence de 4 matchs sans victoire. Cependant, ça va un peu moins bien au courant de la dernière semaine ou des 2 dernières semaines. Et il faut noter les prestations, devrais-je dire, de Samuel Harvey, le gardien vétéran, qui enfin démontre ce à quoi on s'attendait de lui. Il est premier et autant au niveau de la moyenne de buts alloués que du pourcentage d'efficacité avec 2,10 et
933, une fiche de 10 victoires, une seule défaite en temps réglementaire et 4 défaites en surtemps. Et vraiment, les joueurs produisent, les jeunes joueurs et les vétérans en fait. Quand on parle des vétérans, on pourrait mentionner Peter Abbandonato qui se trouve au premier rang des pointeurs de son équipe. Mais autant les vétérans que les jeunes produisent, et je pense que c'est ce que Gilles Bouchard, directeur général et entraîneur-chef de l'équipe, souhaitait avoir de sa formation. Et ben, les Huskies se trouvent présentement au 5e rang, ce qui est peut-être une surprise vu la moyenne d'âge de cette équipe-là. On poursuit un rang plus loin, 6e rang, les Voltigeurs de Drummondville. J'ai un peu de misère avec ça. Là, les gens de Drummondville vont penser que je les aime pas ou que j'aime pas leur équipe. Là. Mais disons que j'y crois plus ou moins, là, en fait. Si on regarde, les Voltigeurs se trouvent au 6e rang présentement. C'est l'équipe la plus jeune du circuit en termes de moyenne d'âge. On est 4e pour les buts pour, c'est-à-dire donc on produit beaucoup. À 5 contre 5 particulièrement, parce que si on regarde au niveau de l'avantage numérique, 12%, dernier dans la ligue. Désavantage numérique, 16e, avec moins de 75%. Disons que les autres facettes du jeu, à part les buts pour, sont plus ou moins là. Donc, est-ce que les statistiques, est-ce que la loi de la moyenne va finir par rattraper les Voltigeurs? J'ai l'impression que oui, parce qu'au cours des dernières années, les Voltigeurs nous ont habitués à connaître des bons débuts de saison, puis après ça, ils ne réussissaient pas à maintenir la cadence, et puis après ça, ben ça se gâtait et on finissait beaucoup plus bas finalement au classement. Est-ce que les Voltigeurs vont être capables de conserver ce rythme-là? Ben, je l'espère pour eux, en tout cas, mais bon, disons que j'ai certaines réserves à ce niveau-là, et il faut que je fasse mention de 3 joueurs chez les Voltigeurs qui sont vraiment de belles surprises. Si on parle de Bobby Lynch, Yvan Mongo et Morgan Adams-Moisan, les deux derniers, Mongo et Adams-Moisan étaient des joueurs d'utilité chez l'Armada de Blainville-Boisbriand la saison dernière, et là se trouvent au 2e et 3e rang des pointeurs chez les Voltigeurs. Et finalement, Bobby Lynch, qui était, c'est un joueur qui appartenait à l'équipe la saison dernière, qui jouait au cours au sein des derniers attaquants de la formation et qui là se trouve au premier rang des marqueurs de l'équipe cette saison. Donc toute une remontée, en fait, tout un développement du côté de ce joueur-là, Bobby Lynch. Au 7e rang, les Wildcats de Moncton, leur bulle a un peu dégonflé. On sait que les Wildcats ont connu un début de saison époustouflant après la désastreuse saison de l'an dernier où on n'avait connu qu'une seule victoire en deuxième moitié de saison. Les Wildcats de Moncton vont plutôt bien, si on va généralement depuis le début de la saison. Malheureusement, ils sont dans une moins bonne séquence. Là, 4 victoires, 6 défaites à leurs 10 derniers matchs, 3 défaites de suite. Si on regarde au niveau des statistiques, on est premier au niveau des buts pour, donc on marque des buts à profusion. D'ailleurs, il y a 4 joueurs qui ont plus de 20 points, et on peut compter Julien Tessier qui en a 19, mais par contre, on donne beaucoup de buts. On est 17e au niveau des buts contre, on est dans un différentiel négatif, et est-ce que c'est la défense qui fait pas le travail? Est-ce que c'est les gardiens? Est-ce que c'est un mélange des deux? Il va falloir certainement qu'on se resserre un peu du côté des Wildcats si on veut continuer à gagner des matchs. Par contre, je dois mentionner certains joueurs. Mika Cyr, 4e pointeur dans la ligue. Jeremy McKenna, 5e pointeur. Et Jacob Pelletier, le joueur de 16 ans. Quel jeune joueur incroyable. J'ai pas d'autres mots pour les quelques fois où je l'ai vu jouer. Vraiment, s'il passe dans votre coin, allez voir ce jeune-là, Jacob Pelletier. Ça va être un espoir extrêmement intéressant pour les prochaines années, au prochain repêchage entre guillemets, là, de la Ligue nationale de hockey. Ce jeune-là, s'il produit et s'il progresse comme on pense qu'il peut le faire, ça va être un jour un très bon joueur au niveau professionnel. Je suis absolument certain de ça. Et j'ai parlé en fait de Mika Cyr un peu plus tôt, qui est 4e dans la ligue au niveau des points. Il y a 2-3 mois, il n'y a personne qui savait. Le 3/4 du monde ne savait pas c'est qui Mika Cyr, là, franchement. Et ce bonhomme-là, qui avait connu quand même une saison intéressante, là, disons, considérant la situation avec les Wildcats l'an dernier, et là, une progression fulgurante, je le répète, 4e au niveau des points dans la ligue. Au 8e rang, le Titan d'Acadie Batters. Là, on rentre peut-être dans une déception un peu. Là, le classement est extrêmement serré. Il ne faut pas virer fou. Là, le Titan est 8e, mais il pourrait se retrouver au niveau des équipes. Pourrait dépasser les Moussets d'Halifax au 3e rang avec une victoire. En fait, 2-3 points, je pense qu'il pourrait dépasser les Moussets. Mais
disons qu'on s'attendait à plus de cette équipe-là. On s'attendait à un meilleur début de saison. Au niveau des statistiques, ça va quand même bien. On marque beaucoup de buts sans être parmi l'élite. On n'en accorde pas trop non plus. On se tient dans le milieu du classement pour les statistiques défensives. Mais ça fonctionne pas. Ben, en fait, là, l'équipe est sur quand même une pas pire séquence. En fait, là, 5 matchs sans défaite. Et la statistique qui fait un peu plus peur, je vais dire, c'est leur fiche à l'étranger. Seulement une victoire depuis le début de la saison. Une fiche de 1 victoire, 4 défaites, 2 défaites en surtemps depuis le début de la saison. Et afin de pallier à ça, ben, on a fait une grosse transaction au courant de la dernière semaine. Vous l'avez certainement vu. On est allé chercher German Rubtsov, l'attaquant russe des Saguenayens de Chicoutimi, en retour d'un espoir de plusieurs choix. Vous l'avez vu, la transaction. Donc, on espérait peut-être créer un électrochoc pour donner un peu plus de vie à cette équipe-là pour qu'elle trouve la place qu'on s'attendait qu'elle ait, en fait. Au 9e rang, c'est incroyable. Vous m'auriez dit ça il y a un mois, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire ça. L'équipe de l'heure, ni plus ni moins, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec une fiche de 9 victoires et 1 défaite à ses 10 derniers matchs, les Islanders de Charlottetown. Ceux qui ont perdu 90% de leurs joueurs de l'année passée, là, je schématise, mais qui avaient été acheteurs all-in pour l'année passée. On s'attendait que ce soit peut-être la pire équipe dans la ligue avec les Sea Dogs de Saint John. Je le sais que la saison est encore jeune. La plupart des équipes ont 20 matchs ou un peu moins de jouer, mais les performances des Islanders sont impressionnantes. Statistiquement, disons que c'est pas tout à fait là, à ce niveau-là. On a un différentiel négatif, mais on réussit quand même à gagner des matchs malgré tout. Et au final, on dit, bon, c'est pas l'important, c'est pas comment, c'est combien. Ben, c'est ce qui se passe présentement. 9 victoires, 1 défaite à leurs 10 derniers matchs. Et je pense que c'est dû grandement, en fait, aux 2 gardiens de l'équipe, Matthew Welsh, entre autres, et son auxiliaire, dont j'oublie le nom, mes excuses, qui ont une fiche, en fait, un pourcentage d'efficacité au-dessus de 900. On le sait, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, aussitôt qu'on atteint le 900, on a quelque chose de quand même intéressant. Et dans une équipe aussi faible sur papier que les Islanders, ben, c'est pas de refus d'avoir des gardiens qui fonctionnent bien, et on aide les Islanders à gagner. On va tomber au 13e rang du circuit présentement, une déception. Les Tigres de Victoriaville avec une fiche de 8 victoires, 8 défaites et 1 défaite en surtemps. Donc on joue exactement pour 500. Une fiche de 3 victoires, 7 défaites à ses 10 derniers matchs. Est-ce que la chaîne est déjà en train de débarquer à Victoriaville? On espère pour eux que non, parce que les Tigres misent en fait sur l'une des meilleures équipes de la Ligue cette année, en tout cas sur papier. On parlait des Tigres comme peut-être la meilleure équipe dans la division Est, donc possiblement une équipe qui pourrait aller jusqu'au bout cette année. Et là, on est dans une mauvaise séquence. On est 13e au niveau des buts pour et des buts contre, donc on marque pas beaucoup et on donne beaucoup. Également une fiche assez mauvaise sur la route. Là, c'est très difficile présentement. Seulement 2 victoires depuis le début de la saison. 2 victoires, 5 défaites et 1 défaite en surtemps. Sur la route, quoiqu'à la maison, c'est pas si mal. Mais les choses vont devoir se replacer pour les Tigres parce qu'on a une équipe définitivement meilleure que ça à Victoriaville. Définitivement meilleure qu'un 13e rang. Encore là, comme je disais tantôt avec Bathurst, les classements sont serrés. Donc, il ne faut pas nécessairement virer fou avec ça. Mais disons que lorsqu'on regarde d'un peu plus près, c'est pas très beau ce qui se passe à Victoriaville présentement. Au 14e rang, une autre petite déception, le Dracard de Bécomo, une fiche identique à celle des Tigres, 8-8-1. On joue exactement pour 500, autant à domicile que sur la route. Disons que ça va en montagne russe là, depuis le début de la saison à Bécomo. On parle ils ont eu en fait une séquence de 5 matchs sans victoire et tout de suite après, là, viennent de se claquer 3 victoires de suite. Est-ce que c'est reparti pour Bécomo? Peut-être. On va leur souhaiter. Martin Bernard, l'entraîneur-chef, dirait que c'est le processus en fait. Disons que de ce que j'ai vu de cette équipe-là, on base nos performances sur trop peu de joueurs, en fait. Au niveau de l'attaque, Jordan Martel, Gabriel Fortier produisent à un excellent rythme et sont impliqués. On les voit à tous les matchs. Défensivement,
Bradley Lalonde est là pour l'avantage numérique, produit de façon constante, exactement un point par match ou à peu près. Il est là pour l'avantage numérique, fait ce qu'on lui demande. Et le gardien Antoine Samuel, début de saison extraordinaire. Sinon, après ça, disons qu'il n'y a pas grand-chose. Ivan Tchekovic et D'Artagnan Joly ont des performances intéressantes offensivement si on parle de la moyenne de points par match, mais c'est des joueurs qui sont peu impliqués et qui fonctionnent un peu par séquence. Et là, si on tombe après ça, c'est presque le néant, en fait. Donc, on a besoin que d'autres joueurs commencent à amener de la production, non seulement offensive, mais défensive aussi. Le gardien Justin Blanchette, qui connaît un début de saison en dents de scie, a de la difficulté présentement. Certains défenseurs aussi ont de la difficulté dans leur territoire et offensivement. Donc, est-ce que les choses pourront se replacer à Bécomo? On l'espère. 15e rang, le Phoenix de Sherbrooke. J'ai l'impression qu'il se passe à toutes les années toujours la même affaire avec cette équipe-là. On est sur une très mauvaise séquence présentement de 7 matchs sans victoire, 0-5-2. Comme d'habitude, on marque quand même un certain nombre de buts, sauf qu'on en donne beaucoup trop. Les gardiens font pas nécessairement la job. On a quand même 7 joueurs. En fait, on a 7 joueurs qui ont entre 15 et 17 points. Donc, c'est une espèce de bloc de joueurs qui produisent de façon relativement constante. Et puis après ça, c'est plus difficile par la suite. Sherbrooke, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là depuis, j'irais jusqu'à dire depuis qu'elle est dans la ligue. Les résultats sont tout simplement pas là. Et bon, on sait que cette année, c'est pas une équipe qui misait nécessairement sur une excellente formation. On se rendait pas jusqu'au bout non plus cette année. Mais ça lève pas présentement et on n'est pas dans une bonne séquence. Peu de choses qui fonctionnent bien pour l'instant. Donc, on a vraiment du pain sur la planche en Estrie. Et je vais terminer sur une bonne note au 16e rang, les Cataractes de Shawinigan. L'équipe qui avait commencé avec aucune victoire à ses 8 premiers matchs vient de se claquer 7 victoires à ses 10 derniers. Alors, bien que statistiquement, l'équipe n'est pas très solide. Là. Au niveau des unités spéciales, on est 17e en avantage numérique et 18e en désavantage numérique. Mais on réussit quand même, un peu comme les Islanders de Charlottetown, on réussit à gagner des matchs malgré tout. Certains joueurs se sont replacés. On connaît de meilleurs moments présentement. Et on réussit à connaître de bonnes performances et à gagner des matchs. Les Cataractes sont 16e présentement, mais c'est vraiment dû à leur début de saison qui a été extrêmement difficile parce que pour le moment, c'est une équipe qui performe très bien. Donc, les performances, si continuent à être aussi bonnes, ben, les Cataractes vont réussir à remonter au classement parce que pour l'instant, ben, les classements, comme j'ai dit plusieurs fois, sont encore serrés. Donc, il n'y a rien de joué pour le moment. C'est quand même incroyable à dire. Une équipe qui n'aurait pas gagné à ses 8 premiers matchs pourrait être capable de connaître une saison, ou en tout cas des prochaines semaines ou des prochains mois intéressants. Ça risque de changer à la période des fêtes. Mais on a quand même un bon spectacle pour le moment, un peu partout. Et je pense que Shawinigan fait partie de ces équipes-là qui pourraient donner des mots de tête à certaines des supposées bonnes équipes. Sait-on jamais. Alors, ça complète ce petit tour d'horizon. Je vais vous faire jouer cette entrevue que j'ai réalisée avec Nicolas Chéné. Alors, je suis en compagnie de Nicolas Chéné qui a gentiment accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour, ça fait plaisir. Ben oui, merci beaucoup. Donc, tu as écrit, t'es auteur en fait du livre Le Drakkar de Bécomo, la saga nord-côtière fête ses 20 ans. Donc, en résumé, c'est un livre qui résume un peu saison par saison l'histoire de l'équipe avec un peu avec les statistiques, tout ça. En gros, c'est comment tu as construit ton livre, en fait? En fait, ben c'est ça. Il y a une partie là, qui est vraiment beaucoup saison par saison. Ça s'est passé. J'ai été chercher aussi des témoignages, des souvenirs là, de plusieurs acteurs là, dans l'histoire de l'équipe. Pierre Lebreu ou des joueurs comme. J'ai parlé à Steve Ahern, j'ai parlé à Brian Saint-Louis, du côté plus des joueurs peut-être, là, Maxime Fortunus, Yannick Lehoux. J'essaie d'avoir un joueur à peu près à chaque époque. OK. Puis je raconte aussi comment l'équipe est arrivée dans la ville. Puis aussi, c'est peut-être pas l'objet central du livre, mais j'ai quand même essayé d'aller rechercher une portion de... C'est pourquoi
le Drakkar est important pour Bécomo et pourquoi Bécomo est important pour le Drakkar. Il y a quand même, c'est le plus petit marché dans la Ligue junior majeure du Québec. Les assistances sont mieux que dans beaucoup d'endroits, puis ça fait quand même plus de 20 ans là, que l'équipe est là. C'est quand même phénoménal là, pour une aussi petite ville que Bécomo. Puis je pense que c'est quelque chose là, qui devait ressortir. OK, c'est un aspect que tu as essayé de le mettre en valeur. En fait. C'est ça. OK. Et c'est venu comment l'idée de ce projet-là, en fait, la genèse du livre, c'est quoi? Ben moi, je suis de Québec. Je suis arrivé ici fin 2009. Puis, bon, pas la première saison, je suis arrivé la deuxième, j'ai commencé à couvrir l'équipe pour Parlons Junior. Je voyais ça aller, tu sais, j'entendais les gens parler, Yannick Lehoux. Je savais c'était qui Yannick Lehoux, mais pour moi, j'avais pas de souvenir lié vraiment à lui, à part que quand je jouais à NHL 98, qui était avec les Coyotes. Je dis 98, ça doit être plus 99 ou 2000. Mais bref, j'ai une formation en histoire aussi. Fait que je me suis dit, ben, pour me mettre à jour, je pourrais faire un livre là-dessus. OK. J'étais pas sûr. J'ai dit, bon, c'est quand même beaucoup de travail. Puis quand les fêtes du 20e anniversaire sont arrivées, je discutais avec justement Pierre Lebreu, qui est un ancien gouverneur de l'équipe. Il me disait, il me semble que j'avais jamais parlé de mon idée, rien. Il me semble que ça serait vraiment le fun d'avoir un livre pour raconter l'histoire de l'équipe. J'ai saisi la balle au bon. J'ai pas de lien nécessairement pour le livre avec le Drakkar ou avec quoi que ce soit. C'est vraiment une initiative personnelle, mais ça me suis dit, bon, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, ça vaut peut-être la peine là, de faire l'effort de le faire. OK. Donc, ça fait grosso modo un an et demi à peu près que le projet s'est mis en branle, si on veut. 2 ans. OK. 2 ans au total. OK. T'estimes avoir mis à peu près combien d'heures là-dedans? Ouf. Écoute, c'est une très bonne question. Je sais que... Sur 2, écoute, c'est une excellente question. Peut-être, j'ai dû mettre au moins pendant 2 ans une bonne dizaine d'heures par semaine. OK. OK. Ben, ça, en fait, c'est là que j'allais un peu... ça. Mettons, si je le mets sur une période plus courte, là, OK, une dizaine d'heures par semaine. Qu'est-ce qui a été le plus difficile là-dedans? Dans l'écriture et en fait, toute la préparation jusqu'à aujourd'hui. Là. Ben, en fait, il y a 2 aspects. Si on parle vraiment de l'écriture du livre, ce qui est spécial, en fait, j'ai trouvé plus difficile de faire la partie que je connaissais les années où j'étais à Bécomo qu'avant, parce que quand je refouillais dans les archives, je découvrais des choses, c'était super intéressant, puis j'avais pas nécessairement de souvenirs liés. Alors que dans la partie que je connaissais, surtout quand on monte dans les premières années, la mémoire, c'est quand même quelque chose qui peut mélanger des choses. Ouais. Je vais donner un exemple. Le fameuse suspension à Jonathan Lessard, oui. Les 15 matchs. Il a tellement joué à la télévision, en boucle à LCN, que j'étais convaincu que c'était à Bécomo. Ah, c'est à Québec. Mais c'est quand j'avais quasiment écrit que j'étais là ce soir-là. Là, je suis retourné voir. Voyons, le match était à Québec. C'est plein de petits détails comme ça là, qui. Il y avait cet aspect-là qui était plus difficile. Puis évidemment, après ça, moi, je suis dirigé par une maison d'édition, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Donc, mise en page, les photos, tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, sur 400 pages, s'assurer que tout est beau, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. C'est beaucoup de vérification, beaucoup de des fois le souci soit du détail ou juste des fois de s'assurer qu'il n'y ait rien qui se glisse à l'intérieur. Ce qu'on voit quand même souvent. Là, puis, je vais vous donner un scoop, il y en a. Est-ce qu'il y a eu comment je dirais? Est-ce que l'organisation a collaboré d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour... des fois, c'est niaiseux, là. On cherche sur Internet des photos, ça se trouve pas tellement bien les plus vieilles années, là, je dirais, avant 2007, là, admettons, là, ça se trouve pas tellement bien. Est-ce qu'il y a eu une certaine collaboration de l'organisation là-dessus, ou c'est vraiment... Pour avant, dans le fond, tout ce qu'eux avaient là, de disponible, notamment ce qu'ils ont mis sur leur compte Facebook, là, ils m'ont donné accès sans problème. Okay. Sinon, pour des plus vieilles photos, il a fallu que je retourne dans les vieux journaux. J'ai contacté des photographes aussi de l'époque. Comme ça, j'ai pu mettre la main là-dessus. Mais sinon, l'aide du Drakkar a surtout été là, pour l'organisation du lancement. Ils me font aussi de la promotion. OK.
Ah, c'est bien. Puis évidemment, mais, comme je disais tout à l'heure, Steve Aaron, Brian Saint-Louis, les gens de l'organisation ont quand même été très disponibles aussi là, pour me donner de leur temps, là, pour me raconter un peu l'histoire de l'équipe. Selon toi, je vais rentrer un peu plus là, dans le concret. La saison qui pour toi a été la plus importante là, ou la plus mémorable, en tout cas dans ton écriture, comme tu disais tantôt, tu as eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses ou de revivre certaines choses dépendant des années quand tu étais ici ou pas. Selon toi, la saison la plus mémorable que qui est là-dedans. En fait. C'est bon. Vite comme ça, il y en a 3 qui me viennent en tête. C'est sûr que 2013-2014, le rebond maudit, si on peut l'appeler comme ça, c'est une bonne façon de... Ça touche beaucoup de cordes sensibles. Mais je pense que la fois où le Drakkar 2002-2003, ça a été quelque chose. Là, j'ai parlé à Maxime Fortunus, entre autres, là, qui me disait qu'il avait trouvé ça vraiment... il dit ce match-là, il y aurait... Le match 7. Le match numéro 7, là, de perdre comme ça. D'autant plus qu'il y avait... tu sais, cette année-là, au moment où ils ont gagné, avant de disputer le 6e match, l'autre demi-finale était déjà terminée. Ils savaient que c'était Gatineau qui s'en allait en finale. Je dis Gatineau, c'était Hall à l'époque. Mais ils savaient que s'en allait en finale. Ils n'avaient jamais perdu à la maison contre Hall. Dans leur tête, c'était clair que s'ils gagnaient Halifax, contre Halifax, c'était fini. Ils s'en allaient à la Coupe Memorial. Donc, il y a ça là, qui est vraiment fait mal. D'autant plus que c'était, du côté des partisans aussi, c'était à Québec, c'était à côté en 2003. Les gens, ça a l'air que les motels à Québec étaient surbookés de gens de Bécomo à l'avance parce que les gens, c'est dit, on s'en va à Coupe Memorial, on est convaincus, on achète nos forfaits. Il y a aussi... donc c'est vraiment, ça a été quelque chose. Je discutais avec Sandro Sellan du journal Le Manic, puis il me disait que lui était allé à la Coupe Memorial, puis il dit le Drakkar était meilleur que les Olympiques, puis les Olympiques ont perdu en finale. Ça dit tout. C'est ça. On fait de la... Comment je dirais... Des fois, dans un autre domaine, on dit de la politique fiction, si on veut. C'est ça. Mais, qui sait, on aurait... Ça joue souvent sur pas grand-chose. Et puis, effectivement. L'histoire pourrait être bien différente. Puis la 3e saison dont tu parlais, qui est... Mais la première fois avec Yannick Lehoux, qui ont eu une chance, la première année, ils ont perdu contre Halifax en première ronde. La 2e année, ils ont perdu contre Bathurst en 2001. Ouais, en 3e, dans le temps qu'il y avait des laissés-passer en première ronde. C'est ça. Fait qu'ils ont joué juste 2 séries, mais en fait... c'est ça. Encore une fois, c'est une défaite en demi-finale, mais cette année-là aussi, il y avait une bonne équipe. Même si, bon... normalement, il aurait dû passer Bathurst, mais les spécialistes disaient déjà que l'autre demi-finale, c'était la finale avant la finale. Ouais. Mais reste que c'était... c'est Val d'Or, si je ne me trompe pas. Moi, je pense... écoute, il me semble que c'est Victo. Il me semble 2001. Ça, je pense que c'est 2001. Non, t'as raison. Je me mal de saison. En tout cas, je sais que c'est dans les années que Victo était très, très... Ou Val d'Or est en finale, puis ils ont perdu, là, mais... c'est dans ces coins-là. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment eu... Quand j'en ai parlé avec Yannick, là, il me disait, nous, on était convaincus qu'on s'en allait gagner. Puis... Okay. Parce que, en tout cas, dans mes souvenirs, il y a une finale Victo-Bathurst au début des années 2000. Donc, si c'était en demi-finale et que Bathurst a gagné, ça fitterait que ça soit... Ouais, t'as raison. En tout cas, c'est vraiment... On s'ignore un peu, mais bon. Okay. Le moment clé, d'après toi, dans l'histoire de l'équipe, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais qui a absolument tout changé à un certain moment. Que ça soit, un exemple complètement hors contexte, là, mais on dit l'échange de Patrick Roy à Montréal, ça a fait reculer l'équipe de 10 ans, puis etc. Ou, je sais pas, c'est une transaction ou une blessure de joueur, ou vraiment peu importe. D'après toi, est-ce qu'il y a un moment qui a vraiment par la suite changé tout complètement? On fait un peu encore de la fiction, mais... Ben, je pense que c'est quand la ville de Bécomo a acheté l'équipe. Parce que, juste avant ça, il y a eu le fameux film Junior, que, il y en a qui disent que ça nuit à l'organisation. Effectivement, des fois,
pour les gens qui sont peut-être moins dans le milieu du hockey, ce qui était montré là-dedans, c'était pas ça paraissait pas toujours nécessairement très beau. Il y a eu la fameuse moment là, où il y a eu l'échange Matt Marquardt, où l'équipe, sur papier, avait ce qu'il faut pour se rendre très loin. Ils se sont fait sortir en première ronde. Ça allait pas bien. Les assistances étaient en baisse. Il y a eu le congédiement d'Éric Dubois alors qu'il restait 4 ans à son contrat. Ça regardait vraiment pas bien pour l'équipe. Mais le fait que la ville achète, ça fait en sorte que, par exemple, tout au long auparavant, c'était des hommes d'affaires qui faisaient ça, je pense, pour les bonnes raisons. Ils voulaient donner une équipe de hockey aux partisans. L'idée n'était pas nécessairement de faire d'argent, mais il fallait quand même s'assurer qu'il y ait des gens dans les estrades. Donc, si on revient, par exemple, en 2001, le Drakkar avec Yannick Lehoux à 18 ans a une belle chance de gagner. Ils perdent en demi-finale. L'année suivante, ça n'avait pas bien été. Il y avait encore une bonne équipe sur papier, mais ça n'avait pas fonctionné. Il y a eu une espèce de creux de vague, là, si je ne me trompe pas. Avant que ça... C'est ça, donc ça allait plus ou moins bien. Dans des années comme ça, peut-être que la bonne chose, sachant qu'il y avait des bons jeunes et que l'année d'après allait être bonne, est-ce que Yannick Lehoux aurait dû être échangé cette année-là? Peut-être, mais là, à ce moment-là, l'idée était peut-être de dire il faut garder les gens dans les estrades, il ne faut pas envoyer un message qu'on renonce cette année. Fait que Yannick Lehoux n'a pas été échangé. Puis avec ce qu'il aurait pu avoir, par exemple, pour un Yannick Lehoux, encore une fois, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais il se serait mieux positionné l'année d'après. Puis d'ailleurs, une des premières années, là, quand ça a amené, le fait que la ville a acheté, ça a amené pas longtemps après l'arrivée de Steve Aaron aussi comme DG. Puis quand il est venu le temps de repartir l'équipe, parce qu'il s'était beaucoup dégarni en termes de choix pour Marquardt et de prospects. En fait, pas juste pour Marquardt, mais tout ce qu'il avait fait là, pour la poussée de cette année-là. Ça a été échangé Gabriel Bourque, un petit gars de Bécomo qui était adulé, Guillaume Goulet qui était tout un marqueur. Et qu'est-ce que ça a donné, ça? Mais ça a donné Raphaël Bussière, ça a donné Maxime Lamarche, des gars qui ont beaucoup contribué là, pour les deux finales, éventuellement. Donc, c'est ça, je pense que le fait de plus penser, je pense que c'est ça, le fait, pour revenir au cœur de ta question, le fait que la ville a acheté, l'idée, ça fait en sorte que on pouvait commencer à penser du côté de la direction du Drakkar vraiment sur un cycle de 5 ans, puis faire la gestion année par année, pour toujours avoir le plus de monde dans les estrades, puis ça a donné 2 finales. Est-ce que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver? À moins qu'il y ait un milliardaire qui se fout un peu de perdre des sommes, je pense que oui, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui va assez bien à Bécomo pour dire cette équipe-là, on va la prendre, puis quand même qu'il y aurait des déficits année après année, on va la garder en place. Donc je pense que oui, le fait que ce soit la ville qui l'ait pris, c'est pas mal la meilleure chose là, pour assurer la pérennité de l'équipe à Bécomo. OK. Je me suis préparé, en fait, une couple de questions un peu rafales sur l'histoire, un peu selon un peu ce que toi tu y as vécu, ou en tout cas, on va voir. Ta première partie du Drakkar, te souviens-tu c'était quand ou c'était laquelle? Oui et non, ça dépend. À Bécomo, c'était contre les Cataractes de Shawinigan. Nathan Donnett, c'était en fin 2009. Nathan Donnett avait fait un blanchissage, le Drakkar avait gagné 3-0. Ça, c'était mon premier match à Bécomo. Sinon, le premier souvenir que j'ai, c'est vraiment en 2002-2003, la série entre le Drakkar et les Remparts. Mon souvenir, c'est vraiment Jean-François Jacques qui égalise la marque. Il reste 7 secondes lors du 3e match. Les Remparts avaient dominé ce match-là. Le Drakkar avait connu toute une 3e période, puis il avait comblé un retard de 2-0 là, dans les derniers instants du match. Okay. Ton match le plus mémorable? Ah ben là, ça c'est définitivement le 7e match en 2014 là, contre les Foreurs de Val-d'Or. Ouais, à la fois comment je dirais, un high extrêmement haut à un down extrêmement bas. C'était quelque chose. Puis où j'étais sur la galerie de presse, j'avais Alexandre Rouleau, le directeur général des Foreurs, qui était assis 4 bancs à côté de moi. Puis là, je le voyais vraiment content, heureux. Il tapait sur la table. À 3-3, il est venu blanc. Mais évidemment, ça n'a pas duré. Ouais, là, parce que ça, j'ai un de mes bons amis qui vit à Val-d'Or, puis c'est niaiseux, mais c'est un peu arrivé dans ce temps-là qu'on a commencé à se parler, fait que ça fait un peu partie de
de notre amitié, c'est cette série-là et celle de l'année suivante. Mais ça m'arrive souvent de dire, on s'entend si le match s'en va en prolongation, là, c'est le Drakkar qui gagne. Là. Aucune chance. Là. Mais bref, malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. D'après ton vécu et d'après ce que les recherches que tu as eu à faire pour écrire là-dedans, pour écrire tout ça là-dedans, en fait, le meilleur entraîneur qu'il y a ici. Le meilleur entraîneur, il y en a deux qui sont vraiment marquants, je pense qui ont été plus marquants que d'autres. C'est sûr que Richard Martel, quand il est arrivé, il a mis un peu l'organisation sur la map. Il a vraiment réussi là, à donner une crédibilité. Il était le premier à gagner à Bécomo. Si on regarde en saison régulière, il y a quand même eu des beaux succès. 2 demi-finales, en fait 2 carrés d'as, c'est pas rien, un trophée Jean Rougeau. Mais quand on regarde les succès en série, c'est presque impossible de ne pas dire Éric Veilleux. Oui. La feuille de route est là. C'est ça. C'est difficile de comparer dans l'ensemble parce que si tu prends si tu avais donné un cycle complet à Veilleux, je pense qu'il joue pour le Drakkar joue pour au-dessus de presque 700 sous sa gouverne. Mais il était là dans les 2 grosses années. C'est ça. Par contre, en série, les 2 qui suivent pour le nombre de victoires en série, c'est à la fois Richard Martel et Éric Dubois. Et ensemble, n'ont pas autant de victoires en série qu'Éric Veilleux. À la seule chose qui peut jouer peut-être, c'est que, comme on en a glissé un mot tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de saisons avec Richard Martel où il y avait un passe-droit en première ronde. Oui, c'est vrai. La plus grande surprise, la plus belle surprise en fait, qu'il y a eu dans l'organisation, que ce soit un joueur sorti de nulle part ou un entraîneur ou... Il y en a eu quand même plusieurs. Pierre-Cédric Labrie qui est arrivé, il a joué un match en série à 19 ans. Pas un match, mais il a joué les séries à 19 ans. Après ça, à 20 ans, il y a eu une très grosse saison. Mais je pense que Valentin Zykov, ça a été toute une surprise. Là, ce choix de 2e ronde au repêchage européen cette année-là, tout le monde attendait Frédéric Anderberg, qui finalement n'est jamais venu à cause d'une blessure à l'épaule. Moi, on m'a raconté que lui-même, Zykov, n'avait pas une très grosse confiance. Il arrivait ici, il a été malade de stress en pensant qu'il n'allait pas faire l'équipe. Et pourtant, j'ai pas vécu les années Torreson où il était un des très bons Européens de l'équipe. Mais j'ai jamais vu les jeunes Bécomo aimer autant un joueur que Valentin Zykov. Oui, à ce point-là. Oui. Comme je te dis, moi je suis là depuis 2009. Okay. Mais les chanter Zykov. On n'a pas vu ça souvent, c'est vrai, par exemple. Puis, c'est ironique quand même, là, il arrive ici, il pense pas faire l'équipe, puis 6 mois plus tard, finit recrue par excellence de la Ligue canadienne. C'est quand même pas rien. Devant Seth Jones puis Connor McDavid. Quand même impressionnant. D'ailleurs, parenthèse, moi je vais toujours me rappeler, Valentin Zykov, mon souvenir de lui, c'est, je pense que c'est au mois d'octobre, sa première année. On est au Colisée à Québec. Ça doit faire 2 ans comme faut que le Drakkar n'a pas gagné un match à Québec. Il doit avoir une victoire en 10 matchs contre les Remparts parce qu'on sort de mauvaises années. Ça doit faire plusieurs années qu'ils n'ont pas gagné à Québec. C'est le premier match de Nikita Kucherov avec les Remparts. On parle que de ça dans les journaux. Et le Drakkar gagne genre 7-2. Zykov 5 points. Puis ça a l'air que Patrick Roy était en beau fusil puis qu'il se demandait d'où ce gars-là sortait. Puis Kucherov s'était fait complètement éclipser à ce match-là. Il y avait eu des rumeurs d'ailleurs à un moment donné que Zykov aurait pu être échangé pour Kucherov quand... je pense que c'est Jean-François Drouin dans les coulisses là, qui avait sorti ça, que c'est quand Grigorenko avait été renvoyé au niveau junior, Zykov s'en allait à Québec, mais Zykov était rééchangé tout de suite. Là, je sais pas où finalement. Finalement, ça s'est pas concrétisé. Puis à l'inverse de ma dernière question, la plus grosse déception? Je dirais... peut-être Jean-François Leblanc. Ok, ouais, ben... C'est vrai, ouais. Je pense que je suis quand même d'accord. C'est ce qui a résulté par... Le résultat de ça a été terrible aussi. Je pense que tu avais déjà écrit un papier là-dessus il y a quelques années sur
les résultats de cette transaction-là, mais même le joueur en soi, ouais, C'est ça. je suis quand même en accord. Sinon, mais c'est sûr, il y en a eu quelques-unes. Je pense Jonathan Gauthier, le premier choix de l'histoire. Ça a été un joueur honnête au niveau junior, mais quand Mike Ribeiro est repêché 2 rangs plus loin, ou même Maxime Ouellet tout de suite après, c'est un petit peu décevant. C'est ça, ça paraît moins bien, disons. On va y aller. Ben, pour ceux que tu as vus, c'est sûr qu'il y en a quand même pendant plusieurs années que on a seulement l'histoire pour les imaginer, mais le joueur que tu as préféré personnellement. Le joueur que j'ai préféré, c'est. Ça, au niveau des habiletés, tout ça, j'ai beaucoup apprécié Valentin Zikov. Mais j'ai beaucoup aimé aussi peut-être. J'hésite entre Gabriel Verpass puis Alexandre Ranger parce que c'était des joueurs qui avaient un certain talent, mais c'était pas les plus talentueux. Et ils donnaient toujours leur 100%. Ils étaient les premiers à se jeter devant les rondelles pour bloquer des tirs. Puis si je prends Ranger, on voyait qu'il y avait un peu de talent offensif à Bécomo, mais il était beaucoup utilisé dans des missions défensives. Puis dans les séries 2014, il avait fini premier marqueur de l'équipe avec 10 buts. Égalité, je pense, avec Hudon ou un de plus. Mais en tout cas, il avait marqué autant de buts que Charles Hudon. Puis l'année d'après, à Chicoutimi, il y avait eu une excellente saison offensivement parlant. Puis Gabriel Verpass, la même chose, un joueur vraiment dans le moule de ce que les gens aiment à Bécomo, capable de se battre, physique. C'était un peu tout finalement. Un peu un ramassis de ce que les gens aiment, de la philosophie de l'organisation, un peu aussi, finalement. Le prochain numéro de chandail qui va être retiré d'après toi, ou qui doit être retiré? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bons joueurs qui sont passés à Bécomo dans les plus vieilles années, mais je vois mal comment, dans un avenir prochain, le 31 de Philippe Cadorette ne peut pas être au plafond du building. Il y a un record de la Ligue pour le nombre de victoires en séries éliminatoires, record pour le nombre de jeux blancs. Je pense qu'il se classe 4e de l'histoire pour le nombre de victoires tout court. On peut pas dire qu'il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire du junior parce que à une certaine époque, les grands noms comme Luongo, Félix Potvin, Patrick Roy, ça jouait pas à 20 ans au niveau junior majeur. Mais si tu prends l'histoire de la Ligue, je pense que, quand on peut dire le plus grand, entre guillemets, c'est Jacques Cloutier qui a à peu près tous les records, mais Philippe Cadorette doit s'insérer dans les grands gardiens de l'histoire de la Ligue majeure du Québec. C'est ça. Ouais. Il y a une grosse place, effectivement. Puis, il y a quelques années, là, peut-être 2 ans, que je regardais sur le site de la Ligue, là, on a accès comme à tous les records et tout ça des formations, puis il y avait quelque chose comme 90 records d'équipe. Philippe Cadorette, c'était vraiment by far le meilleur gardien au niveau statistique qu'il y avait. Donc, quand même, c'est un bon choix. Qu'est-ce qui manque d'après toi au centre Henry Leonard? Mais je dirais que quand je suis arrivé à Bécomo, on m'avait dit que le Drakkar, c'était la meilleure foule de la Ligue junior majeure du Québec. Et c'est vrai en série. Je trouve qu'en saison, des fois, ça a tendance à être un petit peu plus tranquille. Puis, ça serait pas une mauvaise chose. Je pense que les gens, des fois, il y a comme une espèce de standardisation avec... Dans chaque aréna, maintenant, c'est un peu la même chose. Les petits gars avec le drapeau qui font le tour. On essaie d'avoir un produit standardisé. Mais moi, j'aimerais ça que les gens reviennent un peu plus ramer, des choses comme ça. Ça faisait une particularité à Bécomo. Ouais, je pense que Yannick Lehoux l'avait mentionné l'année passée quand il y a eu les retiré son chandail, retrait de son chandail. Il avait mentionné ça. Les gens rament plus pour célébrer. Mais bon, bref. Je te dis un nom, puis tu essaies de me dire en un mot ce que tu penses de cette personne-là. Richard Martel. Intensité. Martin Bernard. Patience. Yannick Lehoux. Talent. Jérémy Grégoire. Grit. Benjamin Brault. Filet mignon. Jean-François Jacques. Je suis pas original, mais c'est Grit aussi, comme Grégoire. Steve Arne. Je dirais vision. Gabriel Bourque. Je dirais leader silencieux.
Maxime Fortunus. Effort soutenu. Nathan McKinnon. Nathan McKinnon, c'est mal conseillé. Anthony Manta. Anthony Manta, écoute, ça a été beaucoup de talent, mais un peu de chance. Wow, j'aime bien cette petite fin-là. Puis pour terminer, ton alignement de départ, toute année confondue, 3 attaquants, 2 défenseurs, 1 gardien. 3 attaquants, bon, c'est difficile de passer à côté de Lehoux Charpentier. Puis après, avec eux, je verrais Lehoux Charpentier. Peut-être François Bouchard. En défensive, Maxime Fortunus. Puis Maxime Ouimet. Devant le filet. Philippe Calaret. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Voilà, c'était Nicolas Chéné, auteur du livre Le Drakkar de Baie-Comeau, la saga nord-côtière fête ses 20 ans. Un livre que j'ai eu énormément de plaisir à lire, que j'ai dévoré d'ailleurs. Je le recommande à tout le monde. Vous pouvez vous le procurer, ceux qui le désirent, via son compte Twitter, sa page Facebook, et il publie souvent des liens pour pouvoir se procurer le livre. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt, j'espère, pour un prochain épisode du podcast Junior. À la prochaine.